Weighing in with soybeans and a baby show straight out of Norburn, Missouri, we have Soybean Festival. From Hayward, Wisconsin, at 73 years young with the world's largest muskie statue, put it together for Muskie Fest. Finally, packing a punch with fire dancing and a pet costume contest, the Roseau, Minnesota Fall Harvest Fest. One of these festivals could win $100,000 in the Cenex Hometown Throwdown. You decide. Cast your vote at CenexHometownThrowdown.com. Cenex, powered locally. Salut, c'est Andrea Brusque. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler du podcast d'histoire d'amour de Bababam, À la folie, pas du tout. Connaissez-vous la face cachée des couples les plus célèbres de notre époque ? Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, Pamela Anderson et Tommy Lee, ou même Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Dans chaque saison, on découvre l'envers du décor des histoires d'amour. Car même chez les stars, l'amour n'est pas toujours rose. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et plongez dans les plus beaux moments d'amour, comme dans les pires. On les distingue à peine dans la nuit noire, mais les baies vitrées sont bien là, au loin, tout contre l'ombre. Droites, résolues, inflexibles, elles tiennent face aux assauts continuels du vent glacé. Le château se dresse comme un phare gigantesque, une muraille de lumière dans l'obscurité. À l'intérieur, on dirait que les fantômes ont repris possession des lieux. Que les monarques du passé sont descendus de leurs portraits pour parader comme jadis dans les galeries d'or. C'est un enchantement comme il n'en existe que dans les livres pour enfants. Il n'y a que dans Cendrillon, Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant que les châteaux prennent vie d'une telle manière. Chandeliers d'argent, serviteurs, musiciens, danseurs, danseuses, robes étincelantes et bijoux de prix, invités de marques venus du monde entier. Ce soir-là, il se donne au château de Versailles une fête comme seule peut en donner la cour de Louis XIV. Seulement, le roi Soleil est mort depuis 3 siècles. Nous sommes le 9 mars 2014. Ce soir-là, Versailles accueille l'anniversaire des 15 ans de l'alliance Renault-Nissan, l'un des partenaires les plus prospères de l'histoire du secteur automobile. Formée en 1999, l'association des deux constructeurs a progressivement conquis les 5 continents pour devenir l'un des plus gros cadors du marché mondial. Et ce succès, l'alliance le doit à un homme en particulier, Carlos Ghosn. Né au Brésil en 1954, météore de l'industrie automobile en France, Carlos Ghosn a rejoint le groupe Renault en 1996 en tant que directeur général adjoint à l'âge de 42 ans. C'est à lui qu'est confiée la présidence de Nissan lors de la création de l'Alliance 3 ans plus tard. À l'époque, le constructeur japonais est au bord de la faillite et cumule 20 milliards de dollars de déficit. Cette dynamique catastrophique, Ghosn va réussir à la renverser totalement. En à peine 4 ans, le groupe cumulera 15 milliards de bénéfices. Encensé au Japon, admiré par ses pairs et jusque dans les plus hautes sphères politiques, Carlos Ghosn devient l'un des patrons les plus influents du monde. Cependant, et contrairement à ce que la fête grandiose de Versailles en 2014 aurait pu laisser penser, le fabuleux destin de Carlos Ghosn n'a finalement pas pris la trajectoire d'un conte de fées, et il se pourrait même que le roi majestueux ne soit en fait le dragon de l'histoire. Le 19 novembre 2018, à la surprise générale, Carlos Ghosn est arrêté et emprisonné sans attendre à Tokyo dans l'attente de son procès. On l'accuse d'abus de biens sociaux, de blanchiment et même de corruption. Accablante pour l'homme d'affaires franco-libanais, les investigations font état de pratiques très opaques. Et l'organisation de l'anniversaire à Versailles va par exemple se révéler sous un jour particulièrement suspect. C'est le début d'un feuilleton digne des plus grands films d'espionnage. Mais cette fois-ci, la réalité va même dépasser la fiction. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons aux anniversaires les plus sensationnels de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'affaire Carlos Ghosn, dont les conséquences dépassèrent largement les sphères de l'industrie automobile pour gagner celle, autrement plus dangereuse, de la diplomatie internationale.
le ciel gris vire au noir. Et dans les buildings, des lumières apparaissent l'une après l'autre à mesure que la nuit tombe sur Tokyo. L'ancien roi n'est plus. Le voilà maintenant prisonnier de la plus haute salle, de la plus haute tour. C'est derrière une vitre qu'il contemple la capitale du pays qu'il avait propulsé jusqu'au sommet. Depuis près de 30 ans, Carlos Ghosn fait le tour du monde chaque semaine, au point que ses collaborateurs parlaient de son emploi du temps comme d'un agenda gravitationnel. Aujourd'hui, toujours perché dans un gratte-ciel, il est en réalité cloué au sol en résidence surveillée, avec l'interdiction formelle de quitter le territoire japonais. Le moindre de ses déplacements est scruté par la police, tandis qu'une armée de journalistes le harcèle quotidiennement. Il ne peut pas parler à sa femme ni à ses enfants. Ses journées se bornent à rencontrer ses avocats dans une salle de réunion qu'il loue à l'hôtel Grand Hyatt. Pour le reste, quelques rares amis lui rendent visite et c'est à peu près tout. Ne serait-ce qu'obtenir d'être placé en résidence surveillée et non en prison a demandé des mois de négociations acharnées et une caution de 6 millions d'euros. L'ex-PDG de Renault-Nissan n'est pas de nature à s'avouer vaincu, bien au contraire, mais il doit désormais se débattre tous les jours avec une inquiétude grandissante, celle de ne pas faire l'objet d'un procès équitable. Car au Japon, lorsqu'une enquête va jusqu'au procès, l'accusé est jugé coupable dans 99% des cas. Comment en est-il arrivé là ? Sa réputation d'homme d'affaires brillant et irréprochable se fissure un peu plus chaque jour, laissant voir les éléments troubles de son passé. À ce moment-là, la presse identifie 3 moments clés pour expliquer sa chute. D'abord, en 2007, après le départ de l'historique Louis Schweitzer, il était convenu que Ghosn prenne la présidence de Renault et de Nissan pour seulement quelques mois, le temps de trouver un nouveau patron pour la marque japonaise. Ghosn décide finalement d'assumer seul la présidence des 2 entités. Il cumule des salaires mirobolants, mais aussi des responsabilités colossales. Pour beaucoup de ses équipes interrogées a posteriori, cette décision l'a plongé dans une spirale de travail, le forçant à voyager sans cesse et le privant d'une vision calme et posée sur le groupe. Durant cette même période, 3 employés du siège de Renault se suicident, mettant en lumière un surmenage généralisé dans l'entreprise et des techniques de management totalement déconnectées de la réalité. Certains salariés travaillent 90 heures par semaine. Enfin, en 2011, l'entreprise française défraie la chronique lorsque 3 hommes haut placés dans la hiérarchie sont anonymement accusés d'espionnage industriel et licenciés du jour au lendemain. Ghosn lui-même dit détenir des preuves de leur culpabilité alors qu'il n'en est rien. L'enquête révèle que les 3 hommes sont innocents. L'image de l'entreprise est donc sérieusement ébranlée entre 2007 et 2012. Mais très bientôt, c'est le PDG lui-même qui devra rendre des comptes. En avril 2019, tandis que la tempête médiatique continue et qu'il ne cesse de clamer haut et fort son innocence, Carlos Ghosn découvre avec horreur que la télévision japonaise diffuse des images de l'anniversaire de l'Alliance donné à Versailles 5 ans plus tôt. Et l'opulence affichée est loin d'être le principal problème ciblé par les médias. Sur les 150 invités, 95 sont des membres de la famille ou des proches de Ghosn, pas des collaborateurs de l'Alliance. Coïncidence ? La date choisie pour l'événement, le 9 mars 2014, était aussi la date du 60e anniversaire de Carlos Ghosn lui-même. Dès lors, si cette fête n'était pas celle d'une entreprise mais celle d'un homme, on peut légitimement se demander pourquoi c'est l'entreprise qui s'est acquittée de l'addition de la soirée, près de 600 000 €. Pour Ghosn, c'est le coup de grâce. Ses explications peinent à convaincre. Maintenant, il n'y a pratiquement plus aucun doute. Le patron le plus puissant du monde va finir sa vie emprisonné au Japon. Dos au mur, Carlos Ghosn décide de jouer le tout pour le tout, l'évasion. Passés les premiers instants, les minutes et les heures se confondent. Qu'on le veuille ou non, le cerveau analyse tous les sons en boucle. Les pensées deviennent des toupies qui s'entrechoquent indéfiniment. Dans de telles conditions, on n'a de contrôle que sur sa respiration. L'oxygène doit parvenir dans chaque muscle du corps pour freiner l'inévitable crispation. Carlos Ghosn est contorsionné dans une malle à roulettes dans laquelle de très petits trous ont été percés pour lui permettre de respirer. C'est tout ce qu'il peut faire, respirer
attendre et espérer. Nous sommes le 29 décembre 2019. Il y a seulement quelques semaines, Carlos Ghosn a décidé l'impensable. Convaincu de faire l'objet d'un complot, il veut tenter l'évasion. Pour lui, c'est la prise de risque maximale. S'il échoue, il n'aura plus aucune chance de terminer sa vie ailleurs que dans une cellule japonaise. Mais pour autant, il n'a pas tergiversé. Entre avoir une chance de revoir sa famille ou mourir derrière les barreaux, il a fait son choix. Le reste appartient à l'histoire. Ce 29 décembre à 14h30, Carlos Ghosn quitte sa résidence à pied et se dirige d'une démarche normale, à visage découvert, vers l'hôtel Hyatt. Jusqu'ici, rien de suspect, c'est sa routine depuis de longs mois. Mais les as de l'évasion le savent, la routine finit toujours par endormir la vigilance des gardiens. Quand il ressort de l'hôtel 1 heure plus tard, Ghosn est accompagné de 4 hommes et là non plus rien d'inhabituel. L'homme d'affaires ne se sépare pratiquement jamais de ses gardes du corps et pour des voyages de moins de 3 jours, il a le droit de se déplacer à l'intérieur des frontières japonaises sans en demander la permission. Son groupe monte dans un van direction Osaka, où des chambres ont été réservées dans l'un des plus luxueux hôtels de l'aéroport. Après cela, Carlos Ghosn n'apparaîtra plus jamais sur la moindre caméra de surveillance japonaise. Quelque part dans cet après-midi de décembre, il s'évapore. À 21h57, 3 hommes chargés de bagages quittent l'hôtel pour les terminaux de l'aéroport et il n'y a pas de raison de leur prêter d'attention particulière, ce ne sont pas les hommes qui sont entrés avec Ghosn. Se déclarant musiciens, ils embarquent pour un vol privé direction Istanbul. Avec eux, des étuis de guitare, 2 violons et une grande malle à roulettes noire qui contient le reste de leur équipement. Si cette malle passe au rayon X, la sécurité verra sans peine qu'à l'intérieur se cache l'un des hommes les plus surveillés du pays. Mais l'équipe de Ghosn a tout prévu. Un ancien des forces spéciales américaines chapeaute l'opération. Il a choisi l'aéroport d'Osaka, l'un des rares au Japon qui ne passe pas systématiquement les bagages en soute au rayon X dans le cadre de vols privés. Il a choisi la date du 29 décembre. L'énorme affluence en cette période de congé sature l'attention des employés. Il a choisi de prendre tous ces risques parce qu'ils ont tous été minutieusement calculés. À l'intérieur de cette malle à peine plus large qu'un cercueil, Carlos Ghosn a de moins en moins de repères, de moins en moins de contrôle sur sa respiration, de moins en moins de lucidité. Petit à petit, il sombre dans un état de conscience modifié. Les dés sont jetés. Rares sont les hommes qui sont sortis vivants d'un cercueil. Mais Carlos Ghosn est de ceux-là. À l'issue d'un voyage interminable et après une escale à Istanbul, il atterrit à Beyrouth dans la nuit. En citoyen libanais, il ne risque maintenant plus rien. Le pays ne possède pas de pacte d'extradition avec le Japon. Quelques jours plus tard, c'est en homme libre qu'il donne une conférence de presse devant les caméras du monde entier pour expliquer son geste et donner sa version des faits. « J'ai été otage d'un pays que j'ai servi pendant 17 ans. » Coupable ou innocent ? Carlos Ghosn fait encore l'objet de multiples poursuites pour malversation financière au Japon et en France. Il continue de nier la totalité des accusations dont il fait l'objet. Inimaginable, son évasion du Japon ne connaît pas d'équivalent au XXIe siècle. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Un temps voilé par les nuages, l'obscurité rougeâtre du coucher du soleil laisse place à des nuances de rose, de violet puis de bleu qui s'estompent à leur tour.
Tandis que le béton noir a conservé la chaleur du soleil écrasant, l'air environnant se rafraîchit peu à peu. La poussière de la ville retombe, les lucioles apparaissent et le cortège aussi. Les rues palpitent au ralenti, habitées par la fébrilité qui précède les grands événements. Petit à petit, une clameur estivale monte, joyeuse, sacrée, presque magique. Le groupe de K-pop le plus important au monde fête ses 10 ans. Ce soir, la fièvre BTS s'empare de la capitale pour un événement que l'on n'attendait plus. Dans le parc, on respire un air moite et sucré, pétri d'une odeur d'herbe fraîchement coupée. Habilement éclairés par des lumières tamisées, les germes de fleurs multicolores qui ornent les allées n'ont jamais été aussi belles. La foule n'a qu'à se laisser porter. Et puis l'excitation monte. On aperçoit la scène au loin. L'immense scène, toute nimbée d'un mauve magnétique. Pour l'occasion, c'est d'ailleurs toute la ville qui s'est parée de la couleur emblématique du groupe, de l'imposant pont World Cup à la mairie elle-même et jusqu'à Seoul Tower qui surplombe la ville. Nous sommes le 17 juin 2023. On dirait à s'y méprendre un soir de fête nationale, et ce pourrait bien être de cela qu'il s'agit. Le groupe resplendit dans chaque pays du monde et fait la fierté de tous en Corée du Sud. Il a même conquis l'ensemble de la classe politique du pays. Ses membres se font de plus en plus l'écho de la jeunesse en prenant publiquement position sur d'importants sujets de société. C'est donc bien la célébration d'un joyau national qui se prépare. Bien entendu, l'anniversaire du groupe incite les observateurs à dresser le bilan d'une décennie de succès. Et les chiffres donnent le tournis. En 10 ans, BTS a cumulé plus de 3 millions de spectateurs en concert, vendu 45 millions d'albums et battu les records les plus inaccessibles. En 2023, il est par exemple devenu le groupe le plus écouté sur Spotify au détriment de Coldplay. Simplement phénoménal. Le premier morceau met immédiatement le feu aux poudres. C'est à se demander comment la ferveur pourra monter après un départ aussi spectaculaire. Tout au long de la soirée et jusque tard dans la nuit, l'écho des voix retentira dans chaque rue de Séoul jusqu'au bouquet final. Un feu d'artifice qui dépasse l'imagination. Reflétées dans l'eau sombre du fleuve Han, les explosions envahissent le ciel. La nuit n'est plus noire, elle devient mauve. Et puis les premières lueurs de l'aube apparaissent finalement, teintant d'orange les arbres verts du parc, et les dernières gerbes d'étincelles finissent par disparaître. Les yeux des fans, eux, continueront de scintiller pendant plusieurs semaines. Tous ont vécu une soirée inoubliable et désirent que l'état de grâce du groupe dure toujours. Jusqu'où ira BTS ? Les 7 membres du groupe ont rarement été aussi élégants. Tous portent une cravate soigneusement nouée sur une chemise claire qui ne fait pas un seul pli. Par effet de contraste, leurs costumes noirs parfaitement taillés les mettent en valeur tandis qu'ils déambulent dans des couloirs d'une blancheur immaculée. Sous les yeux sévères d'Abraham Lincoln, ils entrent finalement dans l'une des pièces les plus importantes au monde, le bureau du président des États-Unis, au cœur de la Maison-Blanche. À l'évidence, l'atmosphère est plus qu'intimidante, mais elle se détend rapidement sous l'impulsion de Joe Biden lui-même, souriant, mu par une seconde jeunesse qui révèle ses yeux pétillants. Il déclare « Je souhaite que vous vous sentiez ici chez vous ». Puis clique sur sa tablette d'un air malicieux. Chaque membre du groupe est aussitôt pris d'un rire sincère, expression d'un profond soulagement et d'une grande fierté. Leur tube « Dynamite » retentit dans le bureau ovale. Si chaque sortie médiatique de BTS est scrutée par des millions de personnes à travers le monde, celle du 31 mai 2022 est sans conteste l'une des plus symboliques de l'histoire du groupe. Reçus à la Maison-Blanche par Joe Biden et Kamala Harris en personne, les membres se font la voix d'un message politique essentiel, s'entretenant avec les plus hautes instances au sujet de la vague de racisme sans précédent que connaît la communauté asiatique aux États-Unis. Depuis la crise du Covid-19, 2 ans plus tôt, amalgames et préjugés ne cessent de croître. Et les États-Unis sont malheureusement loin d'être le seul pays concerné. Les artistes dont la voix possède une telle portée dans le monde sont rarissimes. Et BTS compte bien utiliser la sienne autant que possible. En témoigne cette phrase du leader du groupe qui marque la conférence de presse du jour
nous ressentons une grande responsabilité et nous voulons rendre tout l'amour qu'on nous a donné. Cette influence hors norme, qui dépasse largement les frontières de la Corée, BTS l'a acquise en moins de 10 ans. Mais comment ces garçons partis de rien ont-ils fait pour en arriver là ? L'ascension vertigineuse du groupe est indissociable de la trajectoire du genre musical de la K-pop, qui lentement mais sûrement n'a cessé d'étendre son succès depuis 30 ans. Né au début des années 90 en Corée du Sud, le courant musical a l'audace de croiser des références très diverses : rock, hip-hop, techno. Les thèmes récurrents de l'amour et de l'adolescence popularisent rapidement la K-pop auprès des jeunes et le cocktail aussi surprenant qu'entêtant devient l'un des genres les plus écoutés à l'aube du 3e millénaire. Et passé les années 2000, plus rien ne l'arrête. Dans le sillage de l'engouement mondial autour de la pop culture asiatique, la K-pop s'exporte à l'international grâce à la plateforme qui révolutionne Internet, YouTube. Au début des années 2010, on estime que la K-pop rapporte 3,4 milliards de dollars à travers le monde. Le chiffre paraît aujourd'hui ridicule tant il n'a cessé d'augmenter depuis. C'est dans ce contexte qu'est créé BTS en 2012, avec une stratégie imbattable. Réunis autour de Jungkook, le chanteur principal, et Rap Monster, alias RM, le rappeur principal, les 5 autres membres sont d'excellents danseurs et chanteurs. Tous perfectionnent leur spécialité avec une formation artistique qui pousse l'exigence toujours plus loin. Tout ce travail paye finalement au-delà des espérances. En 2017, le Time Magazine classe BTS dans le top 25 des groupes les plus influents du monde. En apparence, les 7 garçons, tous âgés d'à peine 25 ans, vivent un véritable rêve éveillé. Mais quand les paillettes commencent à s'effriter, les fans découvrent des pratiques qui plongent leur chanteur préféré dans une immense détresse. La K-pop vend du rêve en faisant vivre à ses artistes un véritable cauchemar. Rap Monster a le souffle court. Debout sur la scène, figé dans la posture de fin de chorégraphie, cerné par un nombre incalculable de danseurs et de projecteurs, il affiche un sourire parfait sur un visage trempé de sueur. Aujourd'hui, sur la scène du Stade de France, le rappeur en chef de BTS fait face au flash de téléphone de 80 000 fans en délire. Des sensations contradictoires le bouleversent. Il ressent une profonde fierté de livrer de telles performances, mais accuse en même temps la fatigue émotionnelle et physique qui vient avec le niveau d'engagement qu'il s'impose. Et puis, il y a la peur. La peur des chants, des cris et des sons qui souvent s'entremêlent pour n'être plus qu'un gigantesque bruit. Parfois, sur scène, il doit chasser l'inquiétude qui lui vient quand dans une salle de 80 000 personnes, il pense qu'il a 160 000 yeux rivés sur lui. 80 000 visages, 80 000 sourires, 80 000 bouches qui crient son nom. N'importe quel artiste en devenir, désireux d'intégrer le star system, rêve de bénéficier d'une telle reconnaissance. Ce serait comme regarder le soleil dans les yeux. Mais ceux qui atteignent ce stade dans leur carrière ne le savent que trop bien. De telles sensations ne viennent pas sans un sublime de terreur. Mais ceux qui atteignent ce stade dans leur carrière ne le savent que trop bien. De telles sensations ne viennent pas sans un sentiment de terreur. Depuis 2014, et malgré un succès qui ne faiblit pas, l'industrie de la K-pop est régulièrement pointée du doigt pour ses pratiques abusives, illégales, extrêmement dangereuses pour une grande part des artistes qui la font vivre. Il n'est pas rare que, par exemple, un chanteur doive donner un concert à Paris le vendredi, puis un autre moins de 24 heures après à Tokyo, sans avoir pu dormir. On estime que 60 groupes de K-pop se lancent en Corée chaque année. Pour plaire aux adolescents, les jeunes artistes, hommes et femmes, sont hypersexualisés. La pression énorme qui vient avec la concurrence et l'entraînement drastique auquel ils sont soumis par leurs producteurs provoquent de graves troubles anxieux et des dépressions sévères, à tel point qu'au fil des années, des chanteurs se sont suicidés par dizaines. Si les studios ont été forcés de revoir leurs pratiques, certaines injustices sont malheureusement ténaces. À moins que l'on ne fasse partie des artistes les plus en vue comme BTS, beaucoup de salaires sont tout bonnement scandaleux. On peut enchaîner les tubes et les concerts et n'être payé que l'équivalent de $600 par mois.
les médias occidentaux n'hésitent désormais plus à parler de véritables contrats d'esclavage. Si son statut de leader le protège en partie, BTS reste un outil fondamental du soft power sud-coréen. En témoigne la visite à la Maison-Blanche de juin 2023. Le gouvernement de Corée n'hésite pas à se servir du groupe dès qu'il le peut. En octobre 2022, BTS a par exemple accepté de se produire à Busan pour soutenir la candidature de la ville à l'exposition universelle de 2030. Ces sollicitations ont atteint un point culminant quand, dans un contexte de canicule sévère perturbant l'un des festivals les plus populaires du pays, le ministre de la Culture lui-même a exprimé le souhait que BTS vienne à la rescousse pour sauver ledit festival. Une date à assurer du jour au lendemain, littéralement, sans aucune préparation. Impensable. La controverse prend une ampleur démesurée sur les réseaux sociaux en seulement quelques heures. Les fans expriment une grande colère dans des posts enflammés sur Twitter. Les artistes de K-pop ne sont pas des travailleurs publics qui ont une obligation de restaurer la dignité et le prestige de la Corée. Le gouvernement doit arrêter d'abuser de son pouvoir auprès de l'industrie de la musique. Si cette fois, le ministre a finalement admis à demi-mot une maladresse, cette polémique illustre bien le fait qu'aucun groupe n'est à l'abri de cette pression constante. Et c'est bien la mobilisation croissante des fans du monde entier qui fait lentement pencher la balance vers une industrie plus humaine et plus équilibrée. Mais il reste encore un long chemin à faire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les bancs grincent en silence. Le froissement des vêtements bruisse solennellement dans l'église quand les fidèles se lèvent, se rassoient ou se mettent à genoux. Aucun autre son n'est toléré en dehors de cela, si ce n'est bien sûr celui des prières et de la voix du prêtre. Craint de tous, ce dernier scrute l'assemblée depuis sa chaise tel un corbeau sur son perchoir. Avec son visage émacié, sa peau sèche et ses petits yeux verts, il semble toujours épier le moindre écart de ses paroissiens, tandis qu'il se répète chaque dimanche matin. Priez pour votre salut ou prenez garde au châtiment du Tout-Puissant. Aucun adulte n'ose le regarder dans les yeux. Et si certains joignent leurs mains crispées, c'est avant tout pour éviter qu'elles ne tremblent trop fort. Dans cette église pentecôtiste de Spanish Town, en Jamaïque, il ne se trouve peut-être qu'une seule personne qui trouve tout cela ridicule. Et ce n'est encore qu'une petite fille de 10 ans. Assise au 3e rang, Grace ne perd pas une miette du spectacle, mais elle refuse de trembler. Depuis quelques mois, elle est convaincue que tout ça, ce n'est pas la réalité, mais une mise en scène destinée à faire peur. Avec son frère jumeau, Chris, il se demande parfois en chuchotant si ce pasteur a déjà souri une fois dans sa vie. Le dimanche précédent, ils ont eu beaucoup de mal à retenir un fou rire quand, en regardant le prêtre élever l'hostie, Chris a demandé à Grace « Est-ce que tu crois qu'il sait danser ?» Avec eux, c'est toute la fratrie qui trouve la messe ennuyeuse. Les règles sont ridicules, il faut chanter, puis se taire, prier, puis se taire, et ainsi de suite, en affichant toujours une attitude pieuse, la tête basse et le regard coupable. Et puis, il y a aussi les obligations spéciales pour les femmes. Aucune n'est admise dans l'église si elle porte du maquillage. Et les petites filles n'ont par exemple pas le droit de porter des sandales, même les jours de forte chaleur. Pour une raison que Grace ignore, elle ne doit donc pas se montrer pieds nus. Elle a beau avoir lu la Bible du haut de ses 10 ans, elle ne comprend pas ce qui, sur ses orteils, peut attiser la colère divine. Pour autant, elle se garde bien de partager ses réflexions à haute voix. Sa grand-mère l'élève avec beaucoup d'amour, mais le nouveau mari de celle-ci est rigoriste et brutal. Lui ne se contente pas de proférer des menaces, il les met à exécution, la battant presque tous les jours à coups de ceinture. Et comme Grace serre les dents et refuse de pleurer, la colère le consume toujours plus. En fait, Grace a décidé très jeune qu'elle ne plierait jamais.
ni devant les hommes, ni devant Dieu. Alors elle intériorise tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle ressent en attendant des jours meilleurs. Et dans les moments les plus durs, elle rêve d'être un oiseau pour pouvoir s'envoler loin, loin d'ici. On remplit des verres que l'on casse après les avoir bu. On chante, on danse, on crie. Sur la piste de danse, des couples homosexuels s'embrassent à la vue de tous sans que cela ne choque personne. Les invités, dont beaucoup sont partiellement dénudés, font la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. New York a rarement si bien porté son nom en ce soir de 1978. Dans la ville qui ne dort jamais, Grace Jones, star planétaire, fête son 30e anniversaire et la nature de l'événement symbolise autant sa personnalité que ses revendications de tolérance et de liberté. Dans une époque très largement dominée par l'homophobie, cette fête décomplexée qui s'affiche aux yeux du monde consacre Grace aux yeux de tous comme l'une des premières icônes queer contemporaines. Tout a changé depuis les messes de son enfance. La petite fille est devenue femme, et la femme a décidé que pour le salut de son âme, elle ne ferait désormais plus que rire, danser et chanter. Si Grace Jones n'a jamais occulté les souvenirs terribles de son enfance maltraitée, c'est pour mieux se rappeler d'aller toujours à l'opposé de la direction qu'on voulait alors lui faire prendre. Née le 19 mai 1948 en Jamaïque, elle est très tôt confiée aux soins de sa grand-mère par ses parents, qui émigrent aux États-Unis dans l'espoir de pouvoir y faire venir un jour leurs enfants. Mais avant que ce jour ne vienne, Grace et ses frères et sœurs vont traverser bien des épreuves. Leur grand-père par alliance, qu'ils doivent appeler Mr. P, les coupe de toute influence du monde extérieur. Pas de radio ni de télévision, et l'unique lecture autorisée est celle de la Bible. Il ne supporte pas que la fratrie puisse avoir ne serait-ce que l'idée de sortir des clous de la religion. Pour survivre, Grace se forge la carapace qu'elle ne quittera plus jamais. Constamment accompagnée de ses frères, elle développe une attitude de garçon manqué. Si cela lui vaut des moqueries de ses camarades, elle s'en fiche. À l'école, justement, Grace évacue toute sa colère dans la gymnastique où elle excelle. Elle grandit vite, sa taille dépassant bientôt largement celle des autres élèves et devient longiligne, sèche et musclée. Elle l'admet d'ailleurs sans peine en interview « J'ai développé mon côté masculin pour me protéger ». Mais ce dont elle ne se doute pas à l'époque, c'est que c'est précisément ce côté masculin si dérangeant à l'époque qui va la propulser bien au-delà de ses rêves. Grace quitte la Jamaïque et rejoint enfin ses parents dans l'État de New York. Dès lors, elle n'hésite plus à exprimer son rejet de l'éducation religieuse qu'elle a reçue. Elle s'inscrit à l'atelier théâtre de sa nouvelle école et de fil en aiguille, sa personnalité dominante s'ouvre sur le monde extérieur. Sortant de l'adolescence, Grace suit son instinct. Avec son frère Chris, qui assume son homosexualité, ils écument les bars gays et en plein mouvement hippie, expérimentent de nombreuses drogues au gré des rencontres. À 18 ans, c'est décidé. Grace sera mannequin. Cela fait maintenant longtemps qu'elle a compris que son corps androgyne attire des regards intrigués et elle compte bien s'en servir, sans aucun succès d'abord. Son physique inclassable interroge, amuse ou choque, mais ne trouve aucune place dans l'industrie de la mode américaine, attachée à des stéréotypes très normés. Là où beaucoup se seraient découragés, Grace voit au contraire dans le refus qu'elle subit la preuve de sa singularité. Et si les États-Unis ne veulent pas d'elle, elle connaît une ville qui saura sûrement lui donner toute l'attention qu'elle mérite, Paris. Grace a maintenant 22 ans et ce soir-là, elle fait la fête de la seule manière qu'elle sait le faire, sans retenue. Debout sur une table de la boîte de nuit le 7, la plus branchée du milieu gay parisien, elle danse guidée par les mots qui guident son existence depuis 4 ans, joie et plaisir. Sa silhouette élancée, son apparence d'homme et son détachement irradient la boîte de nuit d'un magnétisme qui séduit tout le monde, les hommes comme les femmes. Là où beaucoup parleraient d'extravagance, elle incarne la liberté. Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle le milieu homosexuel l'accueille à bras ouverts. Il se trouve justement que ce soir-là, 2 hommes l'observent avec beaucoup d'attention. Le premier, légèrement efféminé et vêtu d'une veste en cuir noir dernier cri, tient dans sa main gauche une cigarette, captivé par cette femme ébène qui danse comme si elle était seule au monde.
Le second ne porte pas encore les lunettes noires caractéristiques ni la queue de cheval blanche qui en font sa légende, mais dégage déjà le charisme placide du génie qu'il va devenir. Leurs noms, Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld. Avec ces rencontres, la vie de Grace Jones change de dimension. Elle enchaîne les défilés pour les plus grands créateurs et devient la première femme noire de l'histoire à faire la couverture du magazine Vogue. C'est alors qu'une amie lui parle d'une maison de production qui cherche une nouvelle chanteuse. Grace se précipite. Après avoir profondément marqué l'industrie de la mode, elle s'apprête à conquérir le monde avec une direction artistique que personne n'oubliera jamais. Des poses provocantes, un maquillage parfait tout en nuances de mauve et des talons qui grandissent encore son 1,80 m, Grace Jones est au sommet de son art. Face à elle, Jean-Paul Goude. Ce photographe et publicitaire de génie porte le statut d'icône dans des sphères encore inexplorées. Dans l'objectif de celui qui est aussi son mari, Grace devient une statue grecque, énigmatique, inaccessible et plus fascinante que jamais. Image qu'elle cultive aussi dans les interviews où elle souffle le chaud et le froid. Quand on lui demande si son choix de se raser la tête est politique, un moyen de n'avoir ni genre ni race, elle répond avec malice « Non, j'avais trop chaud sous ma touffe et j'en ai eu marre ». En 1985, plus rien n'arrête celle qui est mannequin, chanteuse et désormais actrice hollywoodienne adulée. 8 ans plus tôt, elle a explosé dans la musique en ayant l'audace de reprendre l'immense classique d'Édith Piaf, La vie en rose. Elle assume totalement de transformer la version originale. Sa voix grave tranche avec celle de la môme, mais c'est surtout le choix du style musical qui va permettre à cette reprise d'exister pleinement par elle-même. La vie en rose est chantée sur des sonorités brésiliennes du bossa nova. Le monde entier tombe sous le charme. Grace se fait des amis parmi les plus grands artistes de son temps, de Keith Haring, l'immense peintre et sculpteur new-yorkais, à Truman Capote, auteur du best-seller révolutionnaire De sang-froid, et jusqu'à Helmut Newton, le photographe le plus célèbre de son temps, avec lequel elle collaborera à de très nombreuses reprises. Au milieu des années 80, Hollywood n'a pas d'autre choix que de lui dérouler le tapis rouge. Si son premier film, Conan le barbare, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, n'est pas resté dans les annales, le second va faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause, Grace Jones se voit proposer l'un des rôles principaux dans l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma, James Bond, avec Roger Moore. Sa performance est encore un immense succès. Mais alors que toute la presse mondiale s'interroge sur le choix de son prochain film, Grace prend de court toute l'industrie et tourne le dos au 7e art, expliquant que le travail d'actrice est beaucoup trop chronophage et qu'elle préfère rester dans la mode et la chanson. Elle enchaîne alors les albums et les tournées à l'international, avec un spectacle au titre éloquent pour une femme qui ne cesse de briser les frontières des mentalités occidentales, One Man Show. Ses costumes, les improvisations d'acrobatie qu'elle se permet en scène et l'énergie démente qu'elle déploie laissent les spectateurs aussi épuisés qu'elle. Venir à l'un des concerts, c'est s'extraire de la réalité plusieurs heures et se perdre dans le spectaculaire contraste des projecteurs. Aujourd'hui âgée de 76 ans, Grace Jones n'est toujours pas descendue de son piédestal. Bien au contraire. Il n'existe pas une seule star actuelle, de Lady Gaga à Rihanna, en passant par la reine Beyoncé, qui ne la cite comme figurant parmi les influences majeures. Femme fatale dans une apparence d'homme, icône queer, diva, mannequin, chanteuse, star de cinéma, la native de Spanish Town, en Jamaïque, a transformé tous les défauts qu'on lui prêtait en des forces monumentales. Elle a su s'approprier chaque art qu'elle a touché pour les réunir en un seul, celui d'être libre. Contrairement à ce que certains de ses détracteurs ont tenté de véhiculer, Grace n'a jamais cherché à provoquer gratuitement. Comme tous les artistes dignes de ce nom, elle a cherché et cherche encore à réfléchir, questionner et faire réagir en essayant toujours de cultiver le sens de la joie. Toute son œuvre se trouve peut-être dans cette phrase, extraite d'une interview qu'elle donna à l'âge de 40 ans. « Ce que je veux faire dans la vie, ne pas m'ennuyer. » Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute.
Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. L'ambiance est si douce que l'on pourrait entendre les bulles de champagne pétiller dans le cristal des flûtes. Les serveurs sont tous tirés à 4 épingles et coulissent avec une grâce discrète entre les invités. Chaque plateau d'argent qu'ils portent offre son lot d'amuse-bouches exquis, mêlant les cuisines italiennes et françaises. Smoking sur mesure pour les hommes, robes de soie colorées pour les femmes, les convives sont tous plus élégants les uns que les autres. On peut difficilement faire plus chic qu'une telle soirée. Surtout quand celle-ci se tient à la Maison-Blanche. Ce soir de février 1962, le président John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jackie reçoivent à dîner dans le cadre d'un gala destiné à lever des fonds, et pour allier l'utile à l'agréable, les occupants de la Maison-Blanche n'ont pas convié que des politiciens, loin de là. Le couple présidentiel a en effet l'habitude de s'entourer d'acteurs en vue et d'écrivains de renom, ainsi que de musiciens de grand talent, si bien que la presse, depuis quelques mois, parle de la Maison-Blanche comme d'un nouveau Camelot, la célèbre ville lumière du roi Arthur. À 21h, l'heure convenue, on devrait passer à table. Mais les serveurs sont perplexes. Personne n'y fait explicitement allusion, mais tout le monde sent qu'un léger flottement ralentit le cours de cette soirée qui semblait si bien partie. Contre toute attente, il semble que l'on attend quelque chose pour passer à table, ou plutôt, quelqu'un. Soudain, la voilà, qui fait son entrée. Avec un naturel désarmant, Marilyn Monroe s'avance dans la salle de réception et s'immobilise après la porte en affichant un sourire plein d'excuses sincères. Harlan Dahl, une autre actrice hollywoodienne présente ce jour-là, s'est rappelé longtemps de ces quelques secondes suspendues. « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait stopper le temps dans une salle de cette manière. » Toujours est-il que l'actrice la plus célèbre d'Hollywood se présente à la Maison-Blanche avec plus d'1 heure de retard. Très peu de personnes dans le monde risqueraient un tel incident diplomatique. Chaque invité retient imperceptiblement son souffle, guettant la réaction des hôtes. Et tout se joue en une fraction de seconde. Jackie jette un bref regard à son mari. La première dame n'aime pas cette actrice, aussi réputée pour ses films que pour ses liaisons. Mais au sein du couple présidentiel parfait qu'elle doit former pour les électeurs américains, Jackie n'a pas son mot à dire, et elle le sait. John, lui, est captivé. Sa robe noire épouse parfaitement les courbes de Marilyn, et le fin collier d'argent qu'elle porte au cou brille de 1000 feux. Elle est plus belle encore que sur les photos. Le rouge de ses lèvres, qui contraste avec la couleur de ses impeccables cheveux blonds, la rend irrésistible. Juste avant que les secondes ne s'éternisent lourdement, le président sourit et lance avec son parfait sens du timing « Vous voilà enfin parmi nous ». Et la soirée reprend son cours avec un enthousiasme renouvelé. Ce soir-là, Jackie Kennedy assiste impuissante aux échanges de regards entre Marilyn Monroe et son mari. Que son mari la trompe, elle le sait depuis longtemps. Mais il ne s'est jamais montré si peu discret, et vu la notoriété de cette femme, cet affront pourrait ternir leur image pour de bon. La première dame n'imagine pas à quel point l'avenir va lui donner raison. Dans quelques mois, pour le 45e anniversaire de JFK, Marilyn Monroe va lui chanter « Joyeux anniversaire » en direct à la télévision devant toute l'Amérique, sur un ton des plus suggestifs. Aux États-Unis, les années 60 sont le théâtre d'immenses progrès économiques et sociaux. Si la guerre du Vietnam et la diplomatie périlleuse de la guerre froide occupent les esprits, la décennie voit aussi le pays signer la loi sur les droits civiques en 1964, avant que les États-Unis n'écrasent la concurrence dans la course à l'espace en 1969, lorsque Neil Armstrong fait un pas de géant sur la Lune. Ce dynamisme, John Fitzgerald Kennedy a grandement contribué à l'insuffler dès sa première campagne présidentielle en 1960. À moins de 40 ans, l'étoile montante du Parti démocrate est l'incarnation du rêve américain.
Ses convictions progressistes et les relations qu'il espère pacifier avec l'URSS lui permettent d'emporter la jeunesse américaine avec lui. Mais si celui que toute la nation appelle par ses initiales connaît cette ascension fulgurante, c'est aussi grâce au couple qu'il forme avec sa femme, Jacqueline Kennedy, dite Jackie. Ensemble, ils ont inventé la communication politique moderne. Tirant le meilleur parti de leur jeunesse, ils calquent leur image sur celle des acteurs d'Hollywood, toujours beaux, souriants, accessibles et décontractés. Chacune de leurs apparitions tiennent son lot de bains de foule joyeux, immortalisés par une armée de photographes et relayés dans la presse du monde entier. En un mot, les Kennedy sont absolument irrésistibles en public. Car malheureusement pour la première dame, le mot qui résume tout aussi bien la vie privée du couple est infidélité. En parallèle de l'ascension des Kennedy, le cinéma hollywoodien n'en finit plus d'enchaîner les succès mondiaux, constituant le principal atout du soft power américain. Marilyn Monroe règne en maîtresse sur le box-office depuis bientôt 10 ans. Les États-Unis ne jurent plus que par son charme et ses comédies hilarantes. Mais si son image d'actrice comique lui colle à la peau, Marilyn Monroe est une actrice plus talentueuse encore qu'on ne le croit. Loin de se reposer sur ses acquis, c'est une travailleuse acharnée. En 1955, alors qu'elle est déjà solidement installée dans le Star System, elle demande à rejoindre l'Actors Studio pour se perfectionner encore et toujours. Aux côtés du maître Lee Strasberg, le légendaire professeur de théâtre, elle parvient à prendre une nouvelle dimension, obtenant le Golden Globe de la meilleure actrice en 1958 pour le classique Certains l'aiment chaud. Entre-temps, en 1956, elle a épousé Arthur Miller, le plus grand dramaturge américain de l'histoire. Marilyn est au sommet. Mais là encore, sa vie privée n'a malheureusement pas grand-chose à voir avec cette vie publique idyllique qu'elle vend. Le public ignore qu'elle a fait 2 fausses couches successives en 1957 et en 1958 et qu'elle est paralysée par un trac maladif à chaque tournage malgré l'unanimité nationale dont elle fait l'objet. En 1960, Marilyn souffre de dépression, de tendances alcooliques et d'importantes doses médicamenteuses. Aussi, quand sa liaison avec le président des États-Unis débute, le goût d'interdit du cocktail que consomment les 2 amants est aussi amer qu'explosif. Et ça ne va pas s'arrêter là. « 29 mai 1962, Manhattan. Après 10 jours d'avance, le Parti démocrate fête le 45e anniversaire de JFK à l'occasion d'une nouvelle levée de fonds. Au Madison Square Garden, l'une des plus prestigieuses salles de concert de New York, la liesse populaire se mêle aux paillettes argentées qui dégringolent du plafond. Le gratin politique est là, comme de nombreuses célébrités en vue, sympathisantes du parti. Kennedy est tout sourire. Cette soirée n'est pas terminée, qu'elle est déjà parfaitement réussie. Et puis, en quelques instants, elle bascule dans l'inimaginable pour toujours. Le noir se fait, et sur scène, on ne voit désormais plus qu'elle. Vêtue d'une robe moulante couleur chair, parée de strass éclatants, Marilyn Monroe se met à chanter lentement, d'une voix sensuelle, « Happy Birthday, Mr. President », sous les yeux de millions de spectateurs, en direct à la télévision. La séquence devient immédiatement culte et fait la une de tous les journaux dès le lendemain. Mais ce qui n'était jusqu'ici que des rumeurs prend alors une ampleur démentielle. Lorsque Marilyn finit de chanter dans un sourire ravi, c'est sous les acclamations tonitruantes du Madison Square Garden. Peut-être que sur le moment, tout le monde n'a pas pris conscience de la portée de ces quelques secondes chantées. Après tout, c'est la fête. JFK lui-même, lorsqu'il grimpe sur scène quelques instants plus tard, commence par dire au micro dans un rire charmé « Je peux me retirer de la politique après un joyeux anniversaire aussi doux ». Il est cependant difficilement concevable qu'à cet instant précis, Kennedy ne pense pas à sa femme, dont il sait qu'elle suit l'événement depuis la Virginie, où elle s'est absentée quelques jours, et comme on peut s'y attendre, Jackie enrage. La première dame savait ce qui se préparait pour cette soirée, et elle a sciemment choisi de ne pas y assister. Improvisant à ce moment-là plusieurs jours loin de son mari, il était inenvisageable qu'elle subisse une humiliation publique. Mais c'est pourtant exactement ce qui se passe malgré son absence. La maîtresse de son mari, on apprendra plus tard qu'elle était ivre sur le moment,
s'affiche sans aucune retenue devant les médias du monde entier. L'espace d'une seconde, elle repense au jour de leur mariage 9 ans plus tôt. Plus de 1000 invités à Newport, une vue sublime sur l'Atlantique. Et puis rapidement, Jackie a dû se résigner. Cela fait maintenant des années que son mari la trompe avec différentes femmes très régulièrement. Si elle a fini par l'accepter, c'est avec une condition, que ces liaisons n'entachent pas sa réputation. Et cette fois-ci, le contrat est très clairement rompu dans les grandes largeurs. Se sentant légitimement insultée, salie, trahie, Jackie obtient bientôt la fin de cette aventure en échange de son engagement de se comporter avec son mari comme si rien n'avait eu lieu. L'image du couple ne peut pas être attaquée, d'autant plus que JFK a décidé de se lancer dans une campagne de réélection. Marilyn Monroe meurt 3 mois plus tard, dans des circonstances très floues et dont aucune enquête n'a jusqu'ici permis d'établir s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Avait-on peur de ce qu'elle pouvait savoir et dire du président ? Qui sait quelles nouvelles imprudences elle aurait pu commettre en admettant explicitement sa liaison dans les médias ? À la fin de sa vie, elle était à la limite de la folie. Il est malheureusement tout à fait envisageable qu'elle ait fait l'objet d'un complot d'État et que la CIA ait décidé de prémunir la nation contre sa dangereuse imprévisibilité. La thèse du complot n'est pas sans rappeler le destin tragique de JFK, dont on connaît l'histoire de l'assassinat en novembre 1963 dans les rues de Dallas. Les deux amants se sont trouvés unis jusque dans leur mort par des mystères non élucidés. La liaison s'est donc finalement terminée peu de temps après avoir commencé, mais malheureusement pour Jackie, cette brève aventure sera relayée, fantasmée et romancée jusqu'à aujourd'hui. Il est difficile à croire qu'un adultère aussi humiliant ait fait l'objet d'un tel contresens dans les médias. Totalement amoral, il fut pourtant érigé comme un sommet de l'amour romantique. Comme un symbole, en 1999, lors d'une vente aux enchères, la robe que portait Marilyn Monroe au Madison Square Garden ce soir-là se vend 1,3 million de dollars, devenant à l'époque la robe la plus chère du monde. En 2024, l'histoire continue d'enflammer les imaginaires du monde entier. Cela s'explique peut-être par le peu d'informations dont le public a finalement bénéficié. Comme pour les tours de magie les plus fascinants, les secrets que l'on n'a pas encore percés continuent de hanter nos yeux ébahis par l'illusion, trompeuse mais stupéfiante. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.